Alors, maintenant que je vous ai présenté ces deux modèles, finalement, de gestion du paysage, ces deux modèles de système agraire, ils sont issus d'un traité qui est celui de la littérature savante. Donc, on va garder ces modèles en tête et on va essayer de voir si concrètement, les paysans ou les bergers ou d'autres types d'individus ont appliqué ces modèles au paysage médiéval et si on en trouve des traces autres que dans la littérature savante, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que si c'est le cas, il est bien évident que ça génère un type de paysage particulier. Ça suppose un mode de gestion particulier de ces espaces et une forme, une physionomie du paysage tout à fait particulière. Bien, donc nous allons reprendre le fil cette fois-ci de l'archéologie et nous allons aller dans le Champsaur. Donc ici, vous avez la fin de la terminaison des Alpes est ici. C'est près, enfin, pour ceux qui connaissent, Briançon est là et la zone qui nous concerne, donc le Champsaur est là. Bien, donc je reprends mon arête, ici rocheuse, la vallée du Chichin, et nous allons aller ici voir ce qui se passe dans la vallée d'Orsières. Le fameux col de Fressinière qui fait communiquer la vallée d'Orsières avec celle de Chichin. Nous sommes à plus de 2200 mètres d'altitude. Et voici les résultats des prospections et des analyses, enfin des prospections et des fouilles archéologiques qui ont été menées donc, dans la vallée d'Orsières. Donc voilà la vallée, ici. Et tous les points sur la carte sont des sites repérés par mes collègues archéologues. Ceux qui sont en noir sont des sites qui ont été prospectés et ceux qui sont en rouge sont les sites fouillés, ici. Vous avez les courbes de niveau et vous pouvez constater que la majorité des sites sont implantés à plus de 1900 mètres d'altitude. Donc, ça a été déjà une première révélation de voir la montagne occupée à si haute altitude. Ça a été le premier point. On nous avait dit, mais non, la montagne, non, à ces altitudes-là, pas du tout. C'est impossible. Eh bien, si, c'est possible. Et même, pas dans le secteur de la vallée d'Orsières, mais de l'autre côté, à Chichin, nous avons des traces d'occupation de la montagne depuis le Mésolithique. Les premières cabanes qui ont été fouillées sont des cabanes mésolithiques de plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc on sait que ces espaces étaient déjà fréquentés par les chasseurs-cueilleurs de l'époque préhistorique. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, médiévistes, l'acquis des fouilles et des prospections a montré que les deux périodes d'intense occupation de la montagne, validées par ces habitats, qui sont des habitats, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ces habitats sont des petits habitats, des habitats temporaires, des habitats fugaces. Les deux périodes d'occupation les plus intenses sont l'âge du bronze et la période médiévale. La majorité des sites datent de la période médiévale. Alors, gros problème pour mes collègues qui avaient initié le projet et qui étaient antiquistes, il n'y a rien, ou quasiment rien, sur l'époque antique. Donc, où sont les Romains? On ne sait pas, mais en tout cas, peut-être ils ont d'autres formes d'occupation de la montagne, d'autres types de paysages, mais en tout cas, ils ne sont pas à 2200 mètres. On les a cherchés, je peux vous garantir que mes collègues les ont cherchés parce que l'idée qu'avaient mes collègues, alors là, je vais faire une toute petite parenthèse, l'idée qu'avaient mes collègues antiquistes, et en particulier Philippe Levaux, lorsqu'ils ont porté le projet, ça a été de dire, bon, de quand date la grande transhumance entre la plaine du Rhône, entre les basses plaines, par exemple la vallée du Rhône, et la haute montagne? De quand ça date? Quand est-ce que ça s'est mis en place?
On n'arrive pas à le savoir quand on fouille des habitats, des bergeries dans la plaine. Si on va dans la montagne, on aura la fin de la chaîne. Donc, si je fouille des habitats de la haute montagne, je saurai quand commence la grande transhumance. Et alors, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas trouvé. Donc, on ne sait toujours pas, en France, quand commencent les grandes remues de troupeaux entre la plaine et la montagne, et quand s'est mis en place cette transhumance et le paysage qui va avec. Comment se fait l'occupation du sol chez les Romains? On n'en sait rien du tout. Enfin, nous, médiévistes, nous avons eu la chance de tomber sur tous ces habitats d'époque médiévale. Voilà la vallée d'Orcières, donc vous pouvez vous rendre compte que le relief est quand même très très accusé, et les habitats, je vais vous en montrer un, mais ils sont à peu près tous pareils. Les habitats que nous avons fouillés sont sur des versants, ici, vous voyez, implantés sur des replats rocheux. Donc on va zoomer. Donc le voici, l'habitat qui a été fouillé, c'est un habitat qui, bon, peu importe son nom. Vous voyez que les traces archéologiques sont vraiment très, très minces, très fugaces, très peu apparentes. Et en fait, au début, nous avons eu beaucoup de mal à les repérer parce que c'était une archéologie dont nous n'avions pas l'habitude. Il faut avoir quand même l'œil exercé pour reconnaître les pierres, les alignements de pierres. C'est vraiment très petit, c'est pas du tout monumental, enfin, c'est pas une église du XIIe siècle, c'est vraiment des traces qui sont très très fugaces. Donc voilà à quoi ça ressemble avant la fouille. Donc le début de la fouille, donc vous voyez les alignements, c'est très peu, c'est tout petit. Et ce sont des tout petits habitats. Donc je vous ai mis d'autres types de sites pour que vous voyez. Voilà, là voilà une cabane, un habitat qui a été fouillé, ici. Il daté par le radiocarbone du Xe siècle. Alors où est-ce qu'il est? Ici, vous avez à Faravel une autre cabane, toujours datée du XIIIe siècle. Donc vous voyez, c'est des vestiges qui sont vraiment peu apparents. C'est des vestiges qui sont rupestres et pas du tout spectaculaires. Pas du tout spectaculaires. À quoi ressemblent ces vestiges? À ça. Donc un tas de pierres. En général, ce sont des cabanes qui sont comment dirais-je, en pierre sèche. Pas de mortier lié à la terre. Il n'y a pas de mortier. Ce sont des tout petits habitats. Les dimensions moyennes, c'est 5 mètres sur 3 ou 4. Donc vous voyez, c'est petit. Il est très difficile de faire une chronotypologie de ces habitats. Nous en avons, en général, ils sont plutôt ovales, enfin ronds, on va dire, ronds ou ovales. Il y en a qui sont rectangulaires. Certains ont des enclos associés, d'autres pas. Mais pour l'instant, nous n'avons pas réussi à... Enfin, il y a une classification typologique, mais on ne peut pas relier cette classification à une chronologie. Apparemment, il y a, comment dirais-je, correspondance chronologique entre tous ces habitats. Ils se développent et ils vivent côte à côte au même moment. Alors, comment les interpréter en termes de fonction? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On n'est pas encore suffisamment avancé. Nous avons quelques idées, mais pas suffisamment. Donc, une stratigraphie aussi qui est très pauvre. En général, il y a juste la couche d'occupation et le niveau de ce que nous appelons la taphonomie, donc d'enfouissement des vestiges. Donc vous voyez, c'est très très simple comme chronologie. Pas de matériel, aucun matériel archéologique dans ces cabanes, autre que la terre. Donc c'est vraiment l'archéologie de la terre, il n'y a rien. Ni mobilier de quoi que ce soit, il n'y a pas de tessons, il n'y a pas de rien. Il n'y a rien, mais fort heureusement pour nous, il y a des charbons de bois, parce qu'il y a quand même des restes de foyers, donc on a pu dater tous ces habitats par le radiocarbone. C'était la seule façon de procéder.
Donc nous avons réalisé à peu près, je crois qu'il y a une vingtaine de ces cabanes dans la vallée d'Orcières qui ont été fouillées. Nous avons 23 datations au carbone 14, c'était la seule façon de faire. Je voudrais vraiment dire que, certes, nous avons des traces de ces habitats qui ont supporté cette colonisation des versants. Mais nous n'avons, et c'est particulièrement vrai, je crois, pour la montagne, même les archéologues n'enregistrent qu'une petite part de la réalité. Parce que si vous regardez cette image, que vous devez tous connaître, qui est le très célèbre calendrier de Castello de Buon Consiglio de Torre Aquila à 30, qui représente le mois de juin, qu'est-ce qui est représenté? Des cabanes en bois. Or, vous savez très bien que les archéologues ne peuvent pas fouiller de cabanes en bois, c'est très très rare que nous ayons des restes d'habitats de bois. Or, même malgré toutes les fouilles que nous avons réalisées, nous savons que nous n'avons pas toute la réalité du paysage, nous n'en avons seulement qu'une partie, la partie pétrifiée, la partie en pierre. Il nous manque ça, toute la partie en bois. Certaines des cabanes du XIIIe siècle qui ont été fouillées sont des cabanes mixtes, avec une partie visiblement d'habitat, et l'autre partie peut-être pour les animaux, parce qu'elles sont un peu plus grandes, et nous avons trouvé des traces de poteaux, de trous de poteaux en bois, mais simplement des traces. Or, il y a probablement une utilisation du bois, certainement très importante pour ce type de colonisation, pour ce type d'occupation du sol, que nous ne pouvons pas saisir. Donc je souhaiterais vraiment insister là-dessus, parce que je ne voudrais pas que vous ayez dans l'idée que nous avons enregistré tout. Non, nous n'avons enregistré qu'une toute petite partie de la réalité. Et il nous manque ça. Or, visiblement, c'est sûrement très important, y compris pour la toiture, parce que dans les niveaux archéologiques, bien sûr, nous n'avons rien trouvé qui laisse penser que les couvertures de ces habitats étaient en tuiles ou en matériaux non périssables. C'est probablement des toitures de bois ou des toitures en foin ou d'herbe. Voilà. Donc, c'est des habitats qui sont très fugaces. Forcément, l'occupation, elle n'est pas continue tout le long de l'année. Elle n'a lieu qu'au moment de l'estivage, au moment de l'arrivée des troupeaux. Nous avons la chance, puisque nous sommes très haut en altitude, d'avoir des petits lacs de montagne. Ici, c'est le lac de Faravel. Et donc, pour compléter, pour avoir une vision que l'on espère le plus approchant possible de la réalité, la vision la plus globale possible du paysage, nous avons pu faire des carottages pour des analyses palynologiques. Et celle-ci est la première que nous ayons réalisée, donc dans la zone qui se trouve dans le Champsaur, à côté, juste dans la vallée d'Orcières. Alors, l'intérêt du diagramme, c'est finalement de venir compléter, de venir fortifier les résultats acquis par les archéologues de l'habitat. Pourquoi? Parce que vous avez ici, alors je vais vous expliquer très brièvement ce diagramme, donc je ne sais pas si vous en avez déjà vu, il se lit en partant comme un diagramme stratigraphique. Ici, vous avez les niveaux les plus anciens et ici, les niveaux les plus récents. Et évidemment, les datations sont données par le radiocarbone. Donc c'est un diagramme qui commence, alors moi je n'ai pas mes lunettes, mais ça doit commencer à moins 9000, voilà, à peu près moins 9000, 10 000 avant Jésus-Christ, et qui se termine à l'époque actuelle. Ici en noir, ces deux courbes fonctionnent de manière synchrone, parce que celle-ci, c'est la courbe des arbres, c'est-à-dire des pollens d'arbres, globalisés. Vous avez en pourcentage du diagramme, donc ça ce sont les arbres, ça ce sont les herbacées. Et vous pouvez constater que plus on avance dans le temps et plus on va vers l'actuel, plus la courbe des arbres décroît, avec une accélération majeure des processus centrés sur la période médiévale. Vous avez ici les datations radiocarbone. Donc,
un processus de déforestation qui commence à la période romaine. Bon, évidemment, hein, il y a déjà des déforestations antérieures, mais l'accélération quand même majeure de la déforestation, donc de la colonisation de ces zones de haute altitude, se fait commence à la période... Ah, j'ai perdu la flèche. Ah, là voilà. Commence ici à la période romaine, et vous voyez, pour le Moyen-Âge, il n'y a quasiment plus rien. À partir de 600-800 après Jésus-Christ et vers l'an 1000, la courbe des arbres disparaît, ce qui signifie que ces zones au-dessus de 1800-1900 mètres d'altitude, elles ont été vraiment colonisées, anthropisées, qu'on y a bâti un paysage lié à l'arrivée des troupeaux. Et vraiment, la pression de la société sur ces espaces, elle est majeure pour la période, je vais dire, fin 9e, début 10e, jusqu'au milieu du 13e, début du 14e siècle. Et c'est exactement la chronologie donnée par les fouilles de ces habitats. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que lié à ce diagramme d'analyse polynique, vous avez d'autres marqueurs qui permettent de compléter l'apport des fouilles. En effet, ici, alors là, vous avez les arbres, et en fait, là, les herbacées. Et ce qui est intéressant dans le diagramme, c'est les deux courbes qui sont ici, qui sont en fait des courbes d'herbacées, en particulier la courbe du plantain. Je ne sais pas traduire en latin, le terme plantain, c'est plantago. C'est une plante qui est typique du piétinement des troupeaux. Quand vous la trouvez, vous savez que c'est un des indices qui permettent aux palynologues de supposer que ces espaces ont été des espaces pastoraux. Donc, vous avez ces courbes-là qui sont en expansion pour la période médiévale, et la courbe des céréales est également en expansion. Donc, cette déforestation, elle a donné lieu à une construction d'un type de paysage particulier. Et ce type de paysage et son mode de fonctionnement et de gestion, nous l'avons enregistré dans un autre diagramme d'analyse polynique qui est celui-ci, qui est, à mon sens, un des plus beaux diagrammes d'analyse polynique qui existe pour la période médiévale. Pourquoi? Parce qu'il enregistre un cycle agraire, un cycle de fonctionnement. Alors, je vais tâcher de vous l'expliquer très, très brièvement. Alors, c'est vrai que c'est un diagramme d'analyse polynique qui est un petit peu plus bas, mais l'intérêt, toujours la même chose. Vous avez la courbe des pollens d'arbres ici qui décroît, avec une déforestation donc majeure, centrée ici, je ne sais pas si vous voyez les datations radiocarbone, sur la période médiévale aux alentours de l'an 1000, donc le Moyen-Âge central. Et au même moment où finalement la forêt disparaît, vous avez la mise en place ici d'autres marqueurs, qui sont des marqueurs, comme je vous l'ai dit, de pastoralisme, d'herbacées qui sont typiques des prairies, qui sont typiques d'espaces ouverts pour accueillir les troupeaux. Et l'intérêt, c'est de voir qu'il y a une cyclicité dans ce diagramme. C'est-à-dire que vous voyez, la courbe des arbres, elle décroît, elle augmente, elle décroît. Donc, à un moment donné, on arrête, on laisse la forêt ou les espaces ouverts se recoloniser et on recommence. Ici, vous voyez, il y a au moins deux phases. Vous voyez comme c'est synchrone. Là, là et là. Tout ça, ça fonctionne en même temps. Là, vous avez un creux. Là, ici, vous avez des pics. Donc, quand vous avez un creux dans la courbe d'arbre, vous avez un pic ici, dans les autres marqueurs, en particulier les marqueurs herbacés. Au contraire, quand vous avez un pic d'arbre, vous avez un creux dans les autres courbes. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais bon, tout ça fonctionne ensemble.
Et l'intérêt d'avoir montré ces cycles d'exploitation du paysage, et l'un des grands intérêts de ce diagramme, c'est que pour une fois, les palynologues ont fait attention quand ils font une carotte. Bon, bien sûr, ce qui les intéresse, ce sont les pollens. Mais ils ont fait attention à d'autres indices dans la carotte, et en particulier, et c'est ça qui va faire le lien avec ce que je vous ai expliqué auparavant sur les systèmes de culture et les modes de gestion du paysage que nous avons vus dans Pierre de Cressan. Donc ils ont fait attention à d'autres marqueurs. Ces autres marqueurs, c'est cette courbe-ci. Alors cette courbe-ci, qu'est-ce que c'est? C'est les comptages de microcharbon faits dans la carotte. Donc vous voyez, il n'y a pas de il y en a un petit peu ici. Et puis vous avez deux magnifiques courbes ici qui fonctionnent avec les courbes de déforestation, de pics de ces microcharbons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à un moment donné, on a mis le feu à ces espaces. On les a déforestés en utilisant le feu, en utilisant l'incendie maîtrisé. Et je crois que ces deux courbes, c'est finalement la concrétisation des deux modèles que je vous ai présentés auparavant, que Pierre de Cressan décrit. Vous avez là enregistré quelque chose qui est uniquement décrit par la littérature savante. Oui, j'ai oublié de vous préciser, mais à ma connaissance, alors peut-être je peux me tromper, mais à ma connaissance, les deux systèmes agraires que décrit Pierre de Cressan sont les plus anciens systèmes agraires utilisant le feu, jamais décrits dans aucune source médiévale. Je n'en connais pas d'autres. Jamais l'utilisation du feu n'est mentionnée par aucune autre source diplomatique ou autre dans les archives. C'est vraiment les seuls indices. Donc, je crois que c'est quand même exceptionnel, cette relation. On a beaucoup de chance d'avoir la littérature savante et Pierre de Cressan en particulier. Donc, les deux modèles que je vous ai présentés, le système de prébois et le système d'écobuage, vous avez là la concrétisation, là, je crois, de leur usage, de leur existence de manière normale pour gérer ce type de paysage, pour gérer ces terroirs qui sont des terroirs d'estivage, des terroirs destinés à accueillir les troupeaux. Donc voilà le lien avec la première partie de l'exposé. Pourquoi j'ai remis ça? Je ne sais pas. Ah oui, pour faire le lien. Donc voilà, pour faire le lien avec le diagramme d'analyse polynique et ce qui est décrit par Pierre de Cressan. Donc on pouvait déjà penser que puisque Pierre de Cressan l'avait vu fonctionner, ce n'était peut-être pas sorti de son imagination et que sans doute il l'avait vu fonctionner, que ce n'était pas une exception mais un usage normal. Le diagramme d'analyse polynique vient apporter, fortifier cette interprétation. Alors, pour compléter les analyses palynologiques, des analyses menées sur les charbons de bois issus des couches archéologiques des habitats pastoraux, de ces petites cabanes qui étaient des cabanes de bergers, ont été menées systématiquement. Donc là, je ne vais pas les détailler, je vous présente juste la synthèse d'un point de vue chronologique. Donc on retrouve les mêmes grandes lignes que dans les deux diagrammes d'analyse polynique. J'ai essayé, alors ce n'était pas facile parce que les cabanes ne sont pas forcément synchrones, de vous les présenter en diachronie, en commençant par les cabanes les plus anciennes qui datent du XIe ou du IXe siècle pour aboutir jusqu'à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Donc dans les cabanes les plus anciennes, alors c'est un peu plus précis. L'une des différences entre les analyses de pollen et les analyses de charbon, c'est qu'en général, en palynologie,
on ne détermine pas souvent à l'espèce. On en reste au niveau de la famille de plantes, du genre des plantes. En revanche, plus souvent avec les charbons de bois, nous avons la précision à l'espèce. Par exemple, les palynologues ne savent pas déterminer les pins. Ils mettent pinus, pin. Ils ne savent pas si c'est du pin d'Alep, du pin Pinus maritimus, du pin pignon, du pin de montagne. Les anthracologues, enfin les gens qui travaillent sur les charbons, eux, peuvent arriver à différencier, pas toujours, mais certains types de pins. Et en particulier, un des pins que les anthracologues savent déterminer, c'est ce pin-là qui s'appelle le pin cimbro. Alors, ce pin, à l'heure actuelle, il a complètement disparu des Alpes et des Alpes du Sud. Il n'est plus que dans certaines stations reliques. Or, qu'a montré l'analyse anthracologique, l'existence majeure ici, à côté du mélèze et de l'épicéa, du pin cimbro, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure, donc je vais passer au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, ce pin cimbro, il disparaît de toutes les cabanes. Voyez ? Probablement dû à une surexploitation. Donc je reviens un peu en arrière, si j'y arrive. Voilà, il est très présent au XIe, XIIe siècle, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il va disparaître. Et au contraire, vont arriver ici des marqueurs d'ouverture du paysage, des marqueurs de paysage ouverts, de landes, de prairies, bon, peu importe, ce sont des éricacées, bon, ça c'est notre charabia à nous, mais ces plantes-là, en jaune, ici, elles marquent l'ouverture du milieu, un paysage ouvert où il n'y a plus beaucoup d'arbres, en clair. Donc, et le phénomène se développe au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Si je synthétise, si je mets bout à bout toutes les analyses anthracologiques qui ont été menées depuis les cabanes de l'âge du bronze jusqu'à l'époque médiévale et même la période moderne, on peut lire la complète transformation du milieu et la complète transformation des paysages hauts-alpins, au moins pour les Alpes du Sud, enfin pour la zone que nous avons étudiée. Donc ici, à l'âge du bronze, vous avez des forêts de pins très bien marquées avec du mélèze et de l'épicéa. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, ces boisements, ils vont complètement non, c'est pas disappear. Ils vont complètement disparaître. Et à leur place, va s'installer des terroirs d'estive, des paysages d'estive, de montagne, marqués donc par ces éricacées ici en jaune. Donc on voit bien cette disparition et évidemment l'accélération du processus, c'est la période médiévale. Nous avons des traces de cette anthropisation, de cette colonisation, de cette fabrication des terroirs d'estive dès l'époque carolingienne, dès le 7e, 8e siècle. Et l'accélération du processus, le moment où il y a une intensification de cette colonisation, c'est la période fin 10e, début du 11e siècle, fin 12e, début du 13e siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là que se fait la disparition finalement d'un patrimoine qui existait et sur lequel aujourd'hui nous n'avons plus aucune trace. Ça, c'est, je veux dire, l'impact de la société médiévale sur ce type de paysage. Vraiment. Là, il y a quelque chose qui existait auparavant, depuis le néolithique, et qui tout d'un coup disparaît sans aucune trace, parce que le pin cimbro, il n'y en a plus, qui disparaît complètement de cette zone. Pour vous montrer à quel point ces données étaient insoupçonnées, bien sûr que les botanistes, les biologistes ont regardé
la végétation, les paysages actuels des Alpes. Et ils ont tous dit « Oh, le pin Cimbro n'a pas d'importance. C'est quelque chose qui est complètement marginal pour les Alpes. » Les données que je vous ai montrées aujourd'hui prouvent le contraire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit un paysage qui n'a plus rien à voir, ni avec le paysage médiéval, ni avec les paysages antérieurs. Donc, je crois qu'il faut être très, très prudent. Ces résultats montrent qu'il faut être très, très prudent quand on essaye de lire les paysages actuels comme un palimpseste, qu'on essaye de remonter, de partir de l'actuel pour remonter le temps vers l'époque médiévale. Bien sûr qu'il faut ne pas se priver d'une lecture régressive du paysage actuel, mais je crois qu'il faut être très prudent, mettre des garde-fous par rapport à cette lecture-là. Donc je voudrais bien insister là-dessus parce que souvent les historiens ont pensé « Oh, c'est pas la peine de faire de l'archéologie, nous avons le paysage actuel, nous avons les sources écrites, et puis en remontant le temps, on va pouvoir reconstruire le paysage. » Alors moi je pense que c'est... Enfin, je crois que là c'est clair qu'on ne peut pas reconstituer des paysages anciens en faisant l'économie de l'archéologie, en faisant l'économie de la bioarchéologie et de tout ce qui va avec. Ce n'est pas possible. Enfin, je ne crois pas. On est obligé, c'est une position épistémologique. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà. Donc, pour un peu synthétiser les principaux résultats les premiers principaux résultats de ce projet, c'est que la formation et la colonisation des paysages de la haute montagne sudalpine, elle s'effectue donc principalement, vous l'avez compris, durant la période médiévale, donc là je me répète un peu, entre les 7e, 8e et le XIIIe siècle, avec une accélération majeure aux alentours de 950 l'an 1000. Ce qui prouve que, quelque part, peut-être, les terroirs de la plaine, les paysages de la plaine sont, eux, complètement, comment dirais-je, en surnombre. La montagne, à ce moment-là, sans doute était un exutoire pour les plaines qui étaient surpeuplées. Pourquoi sont-ils allés coloniser aussi haut? La question a été posée, nous nous sommes posé la question. Probablement la pression démographique, ça c'est certain aussi, qui a conduit à la fabrication de ces paysages. Peut-être aussi ce que l'on appelle le petit optimum climatique médiéval, parce que je vous rappelle que nous sommes à 2200 mètres. Peut-être que des conditions climatiques un tout petit peu plus favorables ont conduit à coloniser plus haut dans la montagne et que, avec la dégradation du petit âge glaciaire, du Little Ice Age, ces zones ont été peut-être pas abandonnées, mais moins colonisées, moins utilisées, moins qu'avant le XIIIe. Tout ça, bout à bout, fait que, bon, voilà. Une chose aussi, je crois, qui est très importante, particulièrement pour la montagne. Je ne crois pas du tout que l'on puisse avoir une vision normée des paysages de montagne. Il n'y a pas un paysage, il y a des paysages. Parce que, si vous avez bien suivi ma description des cycles chez Pierre de Cressan, il ne peut pas y avoir un paysage unique. Vous avez un patchwork avec des zones boisées, des zones qui ne le sont pas, des zones qui intègrent des habitats, des zones qui ne les intègrent pas, avec comme ça des îlots tout à fait spécifiques et très différents les uns des autres. Un facteur dont je n'ai pas parlé et qui est fondamental pour l'histoire des paysages dans les zones de montagne, c'est le facteur, alors j'espère que vous comprendrez, UBAC,
adré. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une pente au soleil, vous ne pouvez pas avoir le même type de végétation que quand vous êtes sur une pente à l'ombre. La variabilité des conditions topographiques et climatiques est fondamentale pour ce type de paysage. À 50 mètres près, vous pouvez avoir des conditions qui sont complètement différentes. Sur un même versant, à 100 mètres près, vous n'aurez pas la même végétation, les mêmes conditions topographiques et donc les mêmes conditions pour implanter un habitat. Donc ça, véritablement, pour tout ce qui est au-dessus de 1800-1900 mètres d'altitude, c'est un facteur qu'il faut impérativement garder à l'esprit. Il ne peut pas y avoir de paysage global. La spatialisation est fondamentale dans ce cas-là. On ne peut pas faire l'économie. Donc des paysages qui sont en mosaïque, des paysages qui ressemblent à un patchwork avec toute la gamme, tout l'éventail de transitions possibles entre des paysages complètement ouverts, qui vont être des paysages de prairies, et des paysages complètement fermés, qui vont être plus des paysages forestiers. Donc, ne pas lire le paysage comme étant un bloc. Un paysage, c'est toujours composite et toujours très différent. Ce type de colonisation, ce type d'installation d'habitats mobiles, de bergers, d'habitats temporaires, a conduit à développer des chaînes opératoires techniques très spécifiques qui ont été mises en œuvre pour à la fois nourrir les hommes, donc la récolte de seigle, et surtout nourrir les troupeaux, accueillir les troupeaux. Et j'insiste aussi, ce sont des paysages, on a toujours tendance à penser le paysage comme fixe. Un paysage n'est pas fixe, et particulièrement ceux-là, ces paysages sont mobiles, avec des cycles de culture où vous usez du feu. Vous avez une récolte tous les 8 ans. Si vous voulez manger pendant 8 ans, vous n'allez pas rester au même endroit. Vous allez semer dans des endroits différents pour avoir votre récolte chaque année. Donc ce type de paysage n'est pas un paysage fixe, c'est un paysage qui est mobile. C'est un paysage qui est mobile, qui se déplace. Donc quelque part aussi, il va falloir se poser la question de savoir comment ça se concrétise sur le terrain, parce que vous ne pouvez pas avoir peut-être comment ça va se traduire dans le parcellaire, comment ce type de fonctionnement va se traduire dans le parcellaire, comment les bergers vont gérer leurs habitats mobiles, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas forcément au même endroit tous les ans. Comment se fait cette gestion? Là, nous avons le modèle, nous avons le cycle agraire, nous avons les habitats, mais après, il faut penser à l'articulation entre les deux. Comment tout ça est géré? Comment se partage-t-il l'espace? Et voilà, donc ça, c'est la grande question que nous avons. Ce sont des paysages itinérants, des paysages mobiles qui ne sont pas fixes. Donc on est un petit peu dans un système dont les médiévistes n'ont finalement pas trop l'habitude, parce qu'on a tendance à voir tout très contraint. Alors oui, les contraintes climatiques ici sont majeures, oui, les contraintes environnementales sont majeures, mais finalement, il y a une gestion faite de ces espaces qui est, à mon sens, très fine et très intelligente, parce que c'était la seule manière de procéder, étant donné les conditions climatiques, dont il faut absolument tenir compte. Oui, et puis bon, une fabrication du paysage bon, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc je passe.